bonjour tout le monde. On est là depuis quand même un petit moment. Voilà, d'habitude, je profite de chaque tribune pour parler des droits des femmes algériennes et surtout évoquer ce fameux code de la famille qui est une ignominie totale, hérité un peu de l'art colonial, parce qu'en 62, l'Algérie s'est libérée, mais certes pas ses femmes. Elles sont encore sous des lois qui les minorent et qui les privent de beaucoup de leurs droits essentiels. Mais ça ne sera pas le sujet principal du jour, c'est juste une parenthèse, je vous donne un peu de nouvelles, comme quoi le code de la famille, il est toujours là. Après le Hirak, après la grande mobilisation populaire qui a mis des millions de gens dans les rues, ça n'a pas changé grand-chose. On est encore avec ce maudit code de la famille qu'on n'arrive pas à faire abroger. Voilà. Sinon, je vais parler aujourd'hui d'autre chose. En fait, je vais aborder la relation du capitalisme du 19e siècle avec les causes féministes et aussi le néolibéralisme, parce qu'on on est dans une période où il n'y a plus un seul féminisme qui mobilise partout dans le monde, on en a plusieurs maintenant. Et parfois, ça devient un peu hors sol. Donc il faut un petit peu revoir les fondements, comment la cause des femmes ou la lutte féministe a pu progresser. Et parfois, il y a eu des coups de main qui sont extérieurs même aux femmes, notamment dans ce que je vais vous raconter en concernant le capitalisme industriel. Alors, certains disent aujourd'hui que la condition des femmes est à son niveau le plus favorable. Je parle en Occident. Que jamais à travers l'histoire, on n'a atteint un tel niveau d'égalité avec les hommes. On parle même de féminicène. C'est un néologisme qui signifie l'ère des femmes. Il est vrai que si l'on observe la carte de la gouvernance en Occident, on trouve des femmes au plus haut poste décisionnaire, de la présidence de l'Union européenne aux différents gouvernements des pays qui composent l'Union européenne, sont dirigés par des femmes. Si cette affirmation est à peu près juste pour l'Occident, il n'en est rien pour beaucoup de coins du reste du monde, et en l'occurrence le monde arabo-musulman, où la lutte féministe est physique, juridique. Elle expose à des dangers patents et est menée dans une terrible solitude. La solidarité affichée par les grandes démocraties occidentales, je mets Occident ensemble, parce que l'Europe n'arrive pas à se distinguer des États-Unis, c'est devenu un ensemble, on n'a plus de bloc ou un bloc autonome sur lequel on peut équilibrer les forces de contestation, reste au stade de la propagande, sinon servant d'argument de légitimation des menées néolibérales et néocoloniales dans cette partie du monde. Pire, la cause des femmes est de plus en plus vidée de son essence idéologique au profit d'un merchandising qui vise à l'instrumentaliser pour augmenter les profits ou envahir des nouveaux territoires. Donc, le capitalisme industriel du 19e siècle, on va parler de ça, a servi et même donné un coup de pouce à la cause des femmes en leur permettant d'accéder au travail. Par besoin, bien entendu, de main-d'œuvre et non par pur esprit d'émancipation, puisque même les enfants ont été mis au travail et qu'ils étaient rétribués beaucoup moins que les hommes, les femmes compris. Les deux guerres mondiales du dernier siècle ayant mobilisé les hommes sur les champs de bataille, il a fallu les remplacer par une autre main-d'œuvre, celle-ci s'avérant non seulement bon marché, mais aussi appliquée et saine. Les femmes résistaient mieux aux conditions laborieuses du travail et tombaient nettement moins dans l'alcoolisme qui était la plaie du siècle dernier, la fameuse absinthe. Ce capitalisme ayant réalisé des profits phénoménaux en mettant en contribution le travail des femmes a permis aussi une série de progrès techniques les concernant. L'accès à davantage de métiers, le progrès médical qui a permis la baisse de la mortalité infantile et donc l'inutilité de faire plusieurs enfants pour assurer une descendance. On a tendance un peu à oublier très très vite que avant les femmes faisaient beaucoup d'enfants parce qu'il y en avait très peu qui survivaient. Il n'y avait pas encore des antibiotiques, il n'y avait pas tout ça, et donc
ils mouraient, les enfants. Et avec l'invention de soins et tout ça, ça a baissé et ça a permis que les femmes ne sont pas obligées de faire plusieurs enfants, hein, où deux enfants pouvaient suffire et garantir ses vieux jours. Et surtout, il a permis, ce travail, l'indépendance financière des femmes, qui a conduit avec le temps à d'autres revendications, telles que les droits politiques, comme le vote, le droit de vote, ou l'appropriation de son propre corps, et aussi l'élaboration de structures pouvant dégager plus de temps libre pour les femmes et leur permettre d'être disponibles. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que le capitalisme et le patriarcat, chez certains écoféministes, ils sont liés. Or, le capitalisme est un phénomène, somme toute, assez récent, contrairement au patriarcat qui concerne non seulement beaucoup de populations dans le monde, mais il est beaucoup plus antérieur. Et ceux qui ont porté, les premiers théoriciens qui ont porté le libéralisme, c'est par exemple John Stuart Mill qui appelait, lui, à l'égalité homme-femme. Et même que la théoricienne du capitalisme et de l'individualisme débridé, Ayn Rand, était une femme, donc était une femme, quoi, qui appelait elle aussi à l'égalité. Donc les choses sont un peu plus complexes parfois qu'on le présente. Et j'aimerais aussi citer à cet égard l'importance de l'indépendance financière dans les luttes féministes. C'est quand on a posé à Virginia Woolf, par exemple, qui a reçu le soir même du droit de vote qui a été accordé aux femmes en Angleterre, elle a reçu sa part d'héritage. On lui a posé la question, quelle était la chose la plus importante? Est-ce que c'est le droit de vote ou est-ce que c'est l'argent que vous allez recevoir? Elle a répondu, l'argent. Parce que l'argent permet d'être indépendant. L'argent permet de gagner du temps et le consacrer à des choses pour s'épanouir personnellement, s'instruire et avoir un peu plus d'ambition que d'être aligné avec les tâches ménagères quotidiennes. Alors, le but de rappeler tout cela n'est évidemment pas de diminuer le combat des femmes, mais de souligner que des conjonctures ont également permis l'accélération de la libération des femmes en Occident, et que la révolution industrielle n'avait pas annihilé les mentalités misogynes qui ont continué à sévir. Rappelons que le code, par exemple en France napoléonien, a persisté jusqu'aux années 60 et n'ont été supprimées les clauses minorant les femmes que les décennies suivantes grâce au militantisme justement acharné des femmes. La multiplication des usines et le besoin du capitalisme en main-d'œuvre ont fini par ancrer les femmes dans le salariat. Elles ont ensuite pris part à tous les mouvements de grève, puisqu'elles sont tombées dans les situations d'exploitation des salariés, et elles ont protesté aux côtés des hommes pour améliorer les conditions de travail et réclamer aussi plus de droits. Donc il était important de revenir sur la relation capitalisme industriel et entrée des femmes dans le monde du travail salarié, car la richesse qu'elles ont apportée par leur contribution a permis l'émergence de ce qu'on a appelé l'État-providence en Occident en général et en France en particulier. Il fait accéder les femmes aux soins à travers les politiques sanitaires centralisées. Les campagnes de vaccination amorcées par les autorités publiques ont été d'une importance capitale pour leur santé et pour leurs enfants. La création de la sécurité sociale, après la Deuxième Guerre mondiale, par Ambroise Croizat, qu'on peut d'ailleurs considérer comme un grand féministe, tant cette création a été d'une importance capitale pour la libération des femmes. Les congés de maternité, qui permettaient aussi aux femmes de se reposer après les grossesses et surtout de s'occuper de leurs enfants, qui entre 1 et 3 mois sont hyper fragiles. Voilà, donc elle avait la possibilité de ne pas se mettre directement au travail. Et venues ensuite les structures de garde des enfants, crèches et écoles, qui ont libéré plus de temps pour soi et pour les carrières des femmes. Donc on va passer un peu vite sur les progrès techniques en général qui ont participé aussi à l'émancipation des femmes, la création des machines, la mécanisation de l'agriculture. Toutes ces choses, bien sûr, elles ont été un petit peu partout dans le monde, mais en Occident, en Europe, c'était un peu particulier parce qu'il y a un autre phénomène, c'est la religion. C'est-à-dire que tous ces mouvements se sont accompagnés avec le recul de la religion, chose qui n'était pas le cas dans les autres pays du monde où la religion elle était restée, donc elle a freiné l'évolution des femmes. Voilà comment a pu faire progresser la cause des femmes, le capitalisme industriel en Occident.
ailleurs, comme je le disais, les choses sont un peu différentes parce que justement il y avait le phénomène de la religion. Parce qu'il faut savoir que en fait le capitalisme industriel, le capitalisme n'a pas son moteur, c'est le profit. Il s'en fiche de la hiérarchie des sexes. Donc, ce qui l'intéresse, c'est réaliser le plus de dividendes possible. Et il est, en un certain sens, comme le disait Marx, révolutionnaire. Parce qu'il accepte, il intègre plus facilement les minorités ethniques, par exemple, on le voit maintenant, on voit aussi les homosexuels et l'égalité femmes-hommes. Donc il faut vraiment discerner les deux parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme qui prévaut, et autant le capitalisme du début du siècle a donné un coup de pouce aux causes féministes, autant ce dernier est en train de tout chambouler. Le néolibéralisme a en effet bouleversé l'ordre du monde et surtout les valeurs démocratiques et émancipatrices que l'Occident mettait en avant pour se prévaloir de son côté ou de son rôle de leader progressiste de l'humanité. Il opère au niveau international à travers la mondialisation, le militarisme et à nouveau l'entreprise coloniale. Le néolibéralisme est fondé sur une liberté sans limite des marchés qui a mis l'accent sur la déréglementation, les privatisations et le démantèlement de la protection sociale et des États-providence qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. Les nouveaux progrès en matière de technologie et de communication ont favorisé la délocalisation de la production des pays riches vers les pays pauvres. Rétrospectivement, on peut noter que ces délocalisations, loin de favoriser un quelconque développement global, ont surtout détruit l'environnement et multiplié les injonctions aux autres pays à la déréglementation. Des réformes qui portent le nom de programmes d'austérité, ils ont induit des coupes budgétaires qui ont détruit d'innombrables emplois, spécialement dans le service, et poussé de nombreux citoyens à migrer vers d'autres pays. Les femmes, après avoir profité de cette manne de travail, ont été lourdement impactées lorsque le secteur de l'éducation et de la santé ont été touchés. Dans les pays pauvres, la baisse des commandes a intensifié la concurrence et généré un travail encore plus mal rémunéré pour les femmes, assorti de conditions de travail plus précaires. Alors, même que sous l'ère néolibérale, la visibilité des femmes a été nettement améliorée et leur cause clamée sur tous les toits dans toutes les instances internationales, évoquée à chaque conflit, mise en avant comme l'un des motifs d'intervention militaire dans certaines parties du monde pour introduire l'égalité et imposer la démocratie, les femmes sur le terrain n'ont pas vu d'amélioration. Abandonnées le plus souvent à leur sort, quand les caméras des grandes chaînes d'information passaient à autre chose, ou qu'un conflit, comme ça s'est passé pour l'Afghanistan, il y a eu l'Ukraine, donc on est parti vers l'Ukraine et on a abandonné tout le monde. La diplomatie du féminisme a montré ses limites et sert le plus souvent à stigmatiser des pays ennemis et rendre légitime l'usage de la force en direction de ceux qui ne se soumettent pas. Les femmes afghanes et iraniennes peuvent témoigner de cet abandon, mais les Algériennes, qui ont été complètement ignorées pendant la décennie noire, alors qu'elles se faisaient égorger par les islamistes, certains regrettant même ici en France que le processus ait été interrompu, un processus qui aurait pu porter au pouvoir des intégristes aux portes de l'Europe. Bien entendu, il existe aussi des efforts sincères et un soutien des autres organisations et féministes du monde aux femmes du Sud. Néanmoins, subsiste encore beaucoup d'incompréhension et un relativisme qui profite malheureusement plus aux extrémistes qu'aux femmes qui veulent se libérer de son joug. Les études sur le féminisme émanent bien souvent des centres universitaires et études occidentaux et ne tiennent pas suffisamment compte du féminisme de terrain, ni du point de vue des féministes du Sud, marqués encore par le colonialisme et ses séquelles psychiques, sociales, profondes dans l'inconscient et l'imaginaire des individus anciennement colonisés. Ça, c'est des paramètres dont on ne tient pas beaucoup compte. On pense qu'on a pensé théoriser le féminisme et on peut le calquer à toutes les femmes partout dans le monde. Ce n'est pas vrai. Toutefois, les coupes spectaculaires dans le financement public de l'éducation, la privatisation de l'enseignement universitaire, surtout qu'on voit galopante maintenant un peu partout, participent notamment à une restructuration néolibérale de l'enseignement supérieur.
ce qui vide la pensée féministe de sa substance idéologique et de son ancrage dans les mouvements sociaux radicaux du XXe siècle. La théorie féministe radicale, comme le souligne Chandra Mohanty, je sais pas, beaucoup de gens peut-être la connaissent, mais c'est une grande théoricienne du décolonial, et je la cite, peut faire devenir la théorie féministe radicale, la transformer en bien de consommation, n'étant plus perçue comme le produit d'une recherche militante ou liée à un savoir émancipateur, elle peut circuler comme un signe de prestige dans un paysage élitiste et néolibéral. Le néolibéralisme a par ailleurs rendu mainstream les combats des femmes, bankable, diraient certains, car il voit dans chaque cause une occasion de vendre. Les grandes marques se sont emparées du label féministe pour vendre des t-shirts hors de prix ou promouvoir des slogans en faveur de l'égalité femmes-hommes sans pour autant appliquer les principes d'égalité dans leur propre entreprise. Alors, j'étais là. Ce qui induit parfois, pas ici, ou promouvoir des slogans. Ouais. Non, attendez. Alors, la parité, parce que c'était un enjeu important, la parité est louée au détriment des compétences. En fait, la parité, elle est à double tranchant. Évidemment, elle peut faire pénétrer les femmes dans les cercles décisionnaires, mais parfois, elle se transforme très vite en espèce de clientélisme. On bouche-trou. On va mettre les gens qu'on connaît. Ça, on l'a vu en Algérie. Et on s'est retrouvé avec des femmes qu'ils appelaient les femmes fraises ou les femmes cerises, hein, parce qu'il fallait mettre des femmes, et en fait ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Et en Europe on le voit aussi, hein, c'est pareil, c'est pas forcément les femmes les plus douées, les plus qualifiées qui vont arriver au pouvoir. Vraiment c'est à voir. C'est vrai que des fois dans certaines zones du monde il faut forcer pour que les femmes soient présentes, mais le plus souvent ça tourne un petit peu à n'importe quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter, je ne vais pas vous embêter plus.